Ah bon, pourquoi? Parce que c'est moi, je l'ai tué. Un maniaque avide de publicité se sert d'un journaliste comme confident téléphonique après chacun de ses crimes. Ce journaliste est le talentueux Malcolm Anderson, travaillant au Miami Herald, qui n'en peut plus des histoires de faits divers, lassé de tout et prêt à suivre sa compagne Christine dans le Colorado. J'en ai ma claque, Bill. 8 ans, j'en ai vraiment ma claque. Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais une dernière histoire est prise, couvrir un meurtre, celui d'une jeune femme. Il en écrit l'histoire et après sa publication de son article, va recevoir un coup de téléphone auquel il ne s'attendait pas. C'est le tueur qui va raconter le plaisir qu'il a pris à tuer et qui lui annonce d'autres meurtres. Il va y avoir un numéro 2? Et un 3, et un 4, et un 5. Les appels et ces meurtres vont donc continuer et le journaliste va vite devenir une vedette, ce qui va l'amener au bord du gouffre. Premier film tiré des œuvres de John Katzenbach, écrivain de romans policiers dont Hollywood adaptera quelques-unes de ses histoires, comme en 1995 Just Cause de Arne Glimcher avec Sean Connery, Larry Fishburne et Ed Harris, le Mission Évasion de Gregory Hoblit avec Bruce Willis et Colin Farrell, ou Faux coupable de Didier le Pêcheur. Un été pourri sera écrit en 1982, son premier roman, et son auteur fut chroniqueur, comme le héros du film d'ailleurs, chroniqueur judiciaire pour le Miami Herald et le Miami News. Le tueur appelle un reporter, il promet d'autres meurtres. Il recevra le Grand Prix de la littérature policière en 2004 pour L'Analyste. À la réalisation, Philippe Borsos, acteur souvent non crédité dans le tout petit rôle, réalisateur de The Grey Fox, qui aura quelques prix, fort d'une belle authenticité, puis ce thriller, qu'est le film dont nous parlons aujourd'hui, et finira sur quelques films avant son décès soudain en 1995, à l'âge de 41 ans d'une leucémie. Une fois que vous l'avez senti, vous savez exactement ce que c'est, sans avoir besoin de regarder. C'est le grand Robert Wise qui fut un temps attaché au projet, mais qui quittera la pré-production voulant tourner le film en noir et blanc. Le bouquin va atterrir sur le bureau du producteur David Foster, oui, celui qui a produit The Thing, alors que la nouvelle n'est pas encore publiée, et Foster va prendre une option sur l'histoire. Au scénario, c'est un certain Léon Piedmont qui va l'écrire, inconnu au bataillon, et pour cause, c'est en fait un pseudonyme pour Christopher Crowe, qui travailla sur l'adaptation du Dernier des Mohicans de Michael Mann, Fear de James Foley et beaucoup d'épisodes télévisés. Il demandera d'ailleurs à changer son nom, n'aimant pas le film fini. Moi, je ferai gaffe avec ce mec. Il en sait plus sur vous que vous n'en savez sur lui. Plusieurs scénaristes vont donc passer sur le script et le titre changera en The Mean Season, cet été très chaud et humide en Floride, peu apprécié des habitants. Christine, ceci est entre Malcolm et moi. Ne m'appelez pas Christine. Est-ce que je peux parler à Malcolm? Durant l'entièreté du film, ce sont de vrais journalistes du Miami Herald qui sont dans les bureaux comme figurants et seront utilisés souvent comme consultants. Le tueur de Miami et le reporter. Ainsi que le SWAT, la célèbre brigade d'intervention qui sera la réelle brigade de Miami, dans la scène où tout le monde rentre dans la maison du tueur par exemple. Beaucoup de plans seront filmés dans les vrais locaux de la police. Le réalisateur d'ailleurs va tout faire pour que son film soit stylisé et quelque peu non réaliste pour ressembler, façon années 80 bien sûr, au film néo-noir des années 50. Pour lui, filmer en mode trop réaliste limite la narration, et Dieu qu'il a raison. À la photographie, ici, la chaleur de cet été pourri doit être appréciée. C'est Frank Tidaï qui s'y colle, un des meilleurs qui fut chef opérateur sur les duellistes de Ridley Scott et travaillera sur Le Guerrier de l'espace, aventure en zone interdite de Lamont Johnson, et travaillera aussi un moment avec Andrew Davis sur Sale temps pour un flic, Opération Crépuscule, Piège en haute mer ou Poursuite. Où est-elle? Malcolm! Au montage, c'est le grand Dwayne Dunham qui va vite travailler sur Blue Velvet de David Lynch et de nombreux épisodes de la série Twin Peaks. Il est toujours impeccable. Comment conclure tout ça pour que ça ait un sens? Oh, je suis désolé pour votre petite amie. Un été pourri aura le prix du public et le grand prix spécial TF1 au festival de Cognac à l'époque de sa sortie, mais n'attirera pas les foules en salle. Mais vous avez tellement profité de cette affaire que vous deviez vous douter qu'il faudrait payer un jour. Doté d'un budget solide pour un petit thriller estimé entre 7 et 10 millions de dollars, plus proche de 10 que de 7 d'ailleurs, le film ne rapportera que 4 millions et 349 000 dollars et seulement 262 000 entrées en France. Malcolm?
Qu'est-ce qui se passe, Alan? Personne d'autre à qui parler? Je veux bien l'échanger contre vous. Un bon casting, une bonne VF et 3 acteurs qui s'appellent Richard, de quoi faire des blagues sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez voulu prouver? Deveniez plus important que moi. Je devais vous faire redescendre en échelon ou Vous deux. avez réussi. Kurt Russell est donc Malcolm Anderson, journaliste harcelé par le tueur qui va essayer, malgré lui, de comprendre le dingue, quitte à plonger à 2 pieds dans son monde, jusqu'à essayer de s'identifier à lui, comme Will Graham le fit dans Le Dragon Rouge de Thomas Harris et son adaptation parfaite de Michael Mann, Manhunter ou Le Sixième Sens, et non, il n'y a pas eu de remake. Quand je reviens à la maison, la porte est grande ouverte. C'est trop te demander de penser à fermer cette satanée porte! Je savais même pas que t'étais sorti. Il va donc devenir petit à petit le confident du tueur, jusqu'à devenir plus célèbre que lui, ce qui va bien énerver le salopard derrière les meurtres. Un gros risque qui va l'entraîner sur un final saisissant et au suspense indéniable, l'antagoniste voyant son heure de gloire lui échapper, n'étant plus la vedette de la semaine. Kurt Russell va se préparer au rôle en suivant pendant plusieurs semaines un journaliste vétéran du Miami Herald, Edna Buchanan, ainsi que le photographe Tim Chapman. Kurt Russell tournera ce film entre les 2 films de John Carpenter, The Thing et Les Aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, que vous savez être sur la chaîne, et plusieurs films qui ne seront pas de grands succès au box-office, avant le Tequila Sunrise de Robert Towne, dont je viens juste de parler, qu'il tournera 3 ans après. Tu ne tireras pas sur moi. Tu ne me tueras pas. C'est Hervé Bellon à sa voix française, voix bien connue et appréciée, qui doublera longtemps Sam Shepard, Sam Neill, Steve Guttenberg, Rutger Hauer ou Kevin Kline. Si on doit déménager pour de bon, il faut que je le dise à l'école pour qu'ils prennent leurs dispositions pour septembre. Sa petite amie, elle, est Christine Connelly, interprétée par Marielle Hemingway, fille de Jack Hemingway, lui-même fils d'Ernest Hemingway. Et oui, le grand écrivain, journaliste et correspondant de guerre américain. Déconne pas, donne-moi le téléphone. Malcolm, il est malade! Elle a une sœur, Margot, qui fait face à une grosse dépression et qui décédera d'une surdose de phénobarbital à l'âge de 42 ans et qui avait essayé d'être actrice elle aussi. Ici, elle comprend que son Malcolm va trop loin pour un sujet au risque de se faire tuer et c'est elle qui va malheureusement en payer le prix fort en se faisant enlever. Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de personne. Une bonne actrice remarquée dans Viol et Châtiment de Lamont Johnson et qui lui vaudra une nomination au Golden Globe. Et c'est le Manhattan de Woody Allen, alors qu'elle n'a que 17 ans, qui lui vaudra une nomination cette fois aux Oscars. Oh si, avec plaisir. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, elle marchait bien ce matin. Elle sera dans le premier film de Robert Towne, Personal Best en sportive lesbienne et tout ce que cela entraîne, et la consécration viendra en 1983 avec Star 80 de Bob Fosse et l'histoire tragique de la belle Dorothy Stratton, une playmate playboy en 1979 qui sera malheureusement assassinée par son petit ami jaloux qui jouait dans le film par Eric Roberts. Est-ce que vous allez me tuer? S'en suivra Superman 4 de Sidney G. Furie, produit par la Canon, Pleine Lune d'Eric Red, un bon petit film de loup-garou, Harry dans tous ses états, toujours de Woody Allen, et quelques téléfilms et séries. Les chauffeurs de taxi ont des gueules qui ne me reviennent pas. Elle est doublée ici par la grande Maïk Dara, une des femmes les plus talentueuses dans le travail de comédienne de doublage que l'on a vu au cinéma et au théâtre. Elle doublera Angela Bassett, Whoopi quelque chose, j'ai oublié, Pam Grier, Madonna, Ray Chang ou Courtney Cox et une tétrachier d'autres voix. Merci et bravo à elle. Je crois que vous pouvez prendre vos notes. Bon, la question est de savoir, dois-je spoiler ou pas la vidéo sur l'identité de l'assassin? Eh ben on s'en fout. Je ne sais pas si je me trompe, mais d'habitude vous payez pour ce genre d'informations. Pas moi. Alors c'est vrai que la voix française a un peu de chance de se tromper puisque c'est le grand Marc de Géorgie très reconnaissable qui s'y colle. Quand Malcolm rencontre Alan à 45 minutes avant la fin du film, la voix de Marc de Géorgie ne trompe personne, même avec le look que Richard Jordan réussit à faire, cheveux gras, lunettes épaisses et jambes abîmées. Je veux dire, ça faisait un an que
Il avait perdu ses parents. Mais c'est là où le film se fout de notre gueule et joue bien avec nos nerfs, puisqu'on pense qu'à l'époque ça ne marchait déjà pas, mais la surprise est totale. Pourquoi ? Parce que Jordan déjà nous donne une performance parfaite, et heureusement que le script est ingénieux, puisqu'à partir de là, on sait qui est le méchant. Et oui, il est annoncé, il est montré, et c'est fait dans les 5 minutes. Je suis vraiment désolé, mais vous vouliez me rencontrer en personne, Malcolm. Cela rend du coup le film à nouveau attrayant en changeant et en passant à 180 degrés. Est-ce que vous croyez qu'elle accepterait l'aide d'un faux professeur passant dans le coin? Nous connaissons donc le tueur, enfin, et il peut, lui, jouir de jouer à l'air libre et ne plus être de dos. Avez-vous envie de parler à Christine? Elle est vivante, dites-moi. Tout ça aux grandes dames des flics désemparés, puisque Malcolm ne les a pas prévenus, et donc arrestation impossible. Il en profitera d'ailleurs, ce salopard, pour s'attaquer à la jeune Christine. Implacable donc, Richard Jordan joue Alan Delour. Il va, lui, s'amuser avec le Malcolm, mais en perdant le combat du vedettariat, et va se retrouver avec plus de dommages psychologiques qu'il en avait déjà au départ, et c'est peu dire, commençant à perdre le jeu qu'il a commencé. C'est le grand Richard Jordan qui va interpréter le personnage, mais point de spoil donc, puisque ce n'est pas un personnage qui fait partie d'un groupe de comédiens où il faut deviner qui est qui. Tu n'es que lâche, Anderson! Tu n'as rien fait comme je te l'ai demandé! Il est bien le tueur, il est bien assumé, et c'est un psychopathe comme on les aime. Il est trop tard! Que Dieu te maudisse! Acteur et producteur américain de cinéma, Richard Jordan aura su nous toucher par de nombreux rôles, souvent très habités, et il sera longtemps fiancé à l'actrice vedette de Desperate Housewives, Marcia Cross. Malheureusement, nous quittera d'une tumeur au cerveau à l'âge de 56 ans. Il jouera pour Michael Winner sur L'Homme de la Loi, Les Collines de la Terreur, jouera dans le Yakuza de Sidney Pollack, Une Bible et un fusil de Stuart Millard, L'Âge de Cristal, parfait en Francis VII, dont j'ai parlé récemment, La Guerre des Abîmes de Jerry Jameson, le Duncan Idaho pour David Lynch sur son Dune, Ambassadeur hilarant dans La Poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan, dont j'ai parlé aussi, Le Fumier de Taylor dans le Time Bomb de David Nesher. Tu m'as volé mon histoire. Malcolm? N'entends pas! Comme je le disais, Marc de Géorgie, lui aussi énorme comédien de doublage, fera sa voix française. Il avait travaillé sur celle de David Carradine, celle de Brian Denny, toujours parfaite, dont bien sûr on se rappelle tous le shérif Teasel dans le premier Rambo de Ted Kotcheff, et reste en tête comme celle aussi de Charles Napier pour Rambo 2, méchant différent mais même voix pour le film de George Pan Cosmatos. Un nombre d'acteurs doublés démentiel. Un mort, une balle dans la tête qu'on a trouvé à Bax Beach. Bon, ça m'intéresse Il ne pas. travaille plus ici. Je peux lui dire moi-même, Katie, hein? Richard Masur, lui, va se préparer au rôle en restant plusieurs semaines sur le bureau d'un journaliste. Il est le responsable et l'éditeur de Malcolm qui veut tout faire pour que ce dernier reste au journal. Il avait déjà joué avec Kurt Russell d'ailleurs dans le The Thing de John Carpenter en Clark, celui qui s'occupe des chiens. Il est donc Bill Nolan ici. Un reporter rapporte. Comme un fait exprès, il se trouve que c'est la seule chose que tu fasses bien. Richard Masur jouera dans le grand film comme La Porte du Paradis de Michael Cimino, Risky Business de Paul Brickman, Under Fire ou Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswoode, Les Aventuriers de la 4e dimension de Jonathan Benuel, ou ça, il est revenu de Tommy Lee Wallace en Stan Uris. Jacobi voulait que je sois sûr que tu l'aies vu. Page 103. Acteur de cinéma, de théâtre et de séries télévisées, c'est Jacques Frantz, une grande voix de doublage encore ici, qui travaille sur le bonhomme, comme il le fera sur Robert Denis Walk, Mel Gibson, John Goodman, Nick Nolte, Steve Martin, Tom Béranger ou Tom Selleck. Et puis il faut imaginer à qui il va s'attaquer. Ensuite, on lui bute sa gueule de maniaque. Phil Wilson est interprété, lui, par Richard Bradford, l'enquêteur qui déteste Malcolm, considérant les journalistes comme de la merde. Je comprends jamais ce que vous insinuez, bande de père! Calme-toi! Venez foutre votre nez dans des trucs qui vous regardent pas! Au fil du temps, il va comprendre la boucle infernale dans laquelle Malcolm se trouve. Plus les meurtres sont brutaux, plus on le sent affecté. C'est rien. Bradford a joué dans de grands films lui aussi, comme La Poursuite impitoyable ou Missouri Breaks d'Arthur Penn, Missing de Costa Gavras, excellent chef de la police corrompu Mac Dorset dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, et sera le fameux homme à la valise dans la série de 67 à 68 en McGill. Et un avenir.
Belle connerie. C'est le grand, en plus, Marc Cassot qui travaille sur sa voix. Il était le doubleur de Paul Newman, de Michael Gambon, Richard Harris et tant d'autres acteurs. Nous avons aussi Joe Pantoliano, Andy Porter, le journaliste photographe branleur qui travaille lui aussi au Miami Herald et qui le suit partout. Après le dernier assassinat, j'ai lu que le tueur travaillait dans une usine de fabrique de voitures. Un acteur excellent, toujours un petit peu farfelu et drôle, et qui jouera dans le Empire du Soleil de Steven Spielberg. Les Bad Boys commençaient avec Michael Bay en chef des deux héros, puis avec les Wachowski ce sera Bound, Matrix où il joue Cypher le traître, un frère Farrelly dans les Goonies de Richard Donner, Cosmo dans Le Fugitif, bref une liste longue comme le bras. Philippe Pétieux fait encore sa voix française, parfaite. Alors les gars, vous m'avez caché quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, Malcolm? Nous avons une comparution maintenant. En flic qui suit l'enquête, c'est le génial Andy Garcia, pote de Malcolm et qui essaie de l'aider sur l'enquête. Un rôle qui ressemble à celui qu'il fera sur le Black Crane de Ridley Scott, un grand acteur en devenir, ça se voit déjà à l'écran. Tu sais ce qui arrivera si tu ne travailles pas avec moi? Tu te planteras et tu n'auras rien, comme maintenant. Tu peux te remuer le cul et trouver ce type avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre, Ray. Andy Garcia va, après ce film, tourner dans 8 millions façons de mourir d'Al Ashby, puis c'est la consécration sur le film Les Incorruptibles de Brian De Palma en Giuseppe ou George Stone, et enfin le Black Crane de Ridley Scott, et une carrière incroyable jusqu'au final de la série Landman cette année, dans la série créée par Taylor Sheridan. Vincent Violette est à sa voix. Je travaillais dans un centre de réadaptation commandité par l'État à l'époque. Pour les camés, les alcooliques. Qui d'autre bien sûr que William Smith peut nous éclater juste pour 2 minutes à l'écran en interprétant tranquillement Albert O'Shaughnessy, un homme qui va aider la police ayant travaillé avec le tueur reconnaissant certains des faits qu'il a décrits. Un des pensionnaires a débarqué dans mon bureau et il a dit que c'était lui qui avait tué les 5 personnes de Chicago. Acteur qui sort diplômé de l'UCLA, culturiste au physique impressionnant, cela lui donnera la légitimité pour incarner un bon nombre de méchants dans les films ou les séries, dont un des premiers rôles sera son interprétation inoubliable de l'exécrable ennemi juré de Nick Nolte, l'inquiétant Falconetti, qui me terrorisa enfant dans la série Le Riche et le Pauvre. Je suis allé au commissariat avec lui pour qu'il fasse sa déposition et ce qu'il a raconté m'a paru plausible. Il sera excellent dans New York ne répond plus de Robert Close face à Yul Brynner, le père de Conan dans Conan le Barbare de John Milius et jouera dans Outsider Rusty James Coppola, l'infâme colonel Strelnikov dans L'Aube Rouge toujours de Milius et de nombreuses séries télévisées et autres films. C'est Max André qui est à sa voix française. Avoir Lalo Schifrin en compositeur de la musique de son film est un honneur, point barre. Pourtant, un été pourri peut vite devenir un challenge pour n'importe quel compositeur, mais Lalo, lui, en a vu d'autres. Le nombre de musiques écrites par le compositeur dépasse l'entendement avec Luc la main froide, Bullitt, l'inspecteur Harry et ses suites, sauf le 3e de Jerry Fielding, Opération Dragon, un shérif à New York, Mannix, Mission Impossible, et le renard qui va devenir le thème pour la marque Dim dans ses publicités. Il amène donc son expérience dans le jazz, musique essentielle sur les polars néo-noirs, typique de son compositeur à la fois moderne et classique. Une musique qui n'est pas définie par sa thématique mélodique, mais bien par son ambiance, enlevée par une trompette, élément du genre. Le solo de trompette d'ailleurs du générique de début et de fin est joué par Chuck Findlay et nous avons aussi droit à une autre légende du jazz et de la trompette, Herb Alpert qui joue sur certains morceaux. Un générique de fin tranquille sur un final reposant après l'éclatante double finale. L'aspect romantique n'est pas en reste avec un beau love theme, encore des pianos, et pour le thème du tueur de l'ours, ce seront des morceaux électroniques dont le suspense joue parfaitement sur le film avec des structures de valse macabres. Qui vous avez choisi? Oui, en effet, il a dit qu'il aimait ma façon d'écrire. De nombreux morceaux d'action sont bien sûr présents, dont la chasse à l'homme finale au rythme en battement de cœur et des violons rappelant la musique pleine de suspense de Bernard Herrmann. Une combinaison de plusieurs sons et d'ambiances qui, une fois mélangés aux images, démontre qu'utiliser un orchestre symphonique, un jazz band et de l'électronique n'est pas une mauvaise idée, avec un thème à la trompette imposant qui nous plonge directement dans le style du film.
Intradas sortira enfin la musique en 2010, il était temps, complètement complète, il faut le dire. Vous avez la musique à écouter comme si c'était un album d'abord et les morceaux les moins importants après, mais avec la possibilité de tout remettre dans l'ordre tel que c'est écrit dans le livret. Comprenez-moi, je ne fais que ça. 3 femmes et 2 hommes. Vous devenez plus important que moi. Je fais tout le travail et c'est vous qui passez à la télé. Un été pourri malgré l'oubli dans lequel il a sombré et pourtant un savant mélange entre thriller et études psychologiques, ce qui, avouons-le, aujourd'hui est du pareil au même, et réussit le pari audacieux de nous promener dans un décor exceptionnel, moite et souvent claustrophobique, dont l'empathie que nous avons pour ce héros, qu'interprète un très bon Kurt Russell au charisme indéniable, nous traîne sur une tension palpable que l'on découperait au ciseau, anxieux que nous sommes de ce qui pourrait bien lui arriver. Dieu que cette phrase est longue. Vous attirez trop l'attention sur vous. J'aimerais pouvoir passer à la télé, mais bien sûr, je ne peux pas. Une tension lente, comme si la créature de The Thing nous attaquait molécule par molécule, savamment distillée par un réalisateur dont tout le monde a oublié jusqu'à son existence, comme le film malheureusement, que peu de gens iront voir, mais souvenir de spectateurs à côté de moi restant inexistant. Un tueur très malin auquel notre héros ne peut échapper, renfermant son piège autour de lui et dont notre personnage principal va tout faire pour comprendre comment fonctionne ce tueur. Une étude psychologique qui en 1985 n'était pas encore la star de séries télévisées comme Esprit criminel ou autres. Une deuxième partie de film intense sur un film plus profond que l'on ne pense, sur le prix de la gloire que notre héros va se prendre en pleine face, passant de journaliste à héros glorieux, puis victime poursuivie en partant du principe que la liberté de la presse et l'ego de ceux qui font l'actualité est une chose qui peut devenir dangereuse. Jouer le jeu d'un tueur en série comporte des risques et se laisser aveugler par cette gloire peut laisser dégénérer une situation qui va mettre trop de gens en danger. Il y a toujours des dommages collatéraux. Sans jamais répondre justement à cette question, voici avec ce film un beau moment de cinéma, d'autant que peu de personnes l'ont vu et peut-être pourrez-vous le découvrir un jour. Mais tu t'es débarrassé de moi. Tu voulais devenir la vedette. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives sur la musique de film à notre cinéma. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses. Et vous avez vous aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Si vous en avez envie, mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd, bye bye.